C'est parti mon kiki. Salut les blaireaux, c'est Charles de Montigny, votre DS Coach. Aujourd'hui, je vous parle de comment moi, j'ai appris la data science. Je te raconte mon parcours pour t'aider à designer le tien. Finalement, je vais faire une analyse de mes bons et de mes moins bons coups pour te permettre d'apprendre de mes erreurs. Donc maintenant, pour vous te mettre en contexte, j'ai décidé que je vais devenir data scientist quand je finissais mon bac, je débutais ma maîtrise. On parle d'à peu près en 2014-2015. Donc je finissais mon bac en sciences économiques. L'économie, c'est dans une école de commerce, mais c'est très différent d'un bac en gestion ou d'une maîtrise en administration des affaires. J'ai jamais eu de cours de marketing, de compta, de ressources humaines. C'est le programme le plus mathématique, disons, d'une école de commerce avec recherche opérationnelle et la finance. J'avais assisté à une conférence qui était donnée par un ancien étudiant du même programme que moi, et à ce moment-là, il travaillait dans une startup de New York comme data scientist. Et moi, j'avais décidé que je vais devenir cette personne-là. Par contre, j'avais aucune idée de quelles compétences il allait me manquer à la fin de ma maîtrise. La meilleure chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'aller analyser des offres d'emploi que je voyais en data science à San Francisco et à Toronto. Il y avait encore peu d'offres en data science à Montréal. Mais comme il y en avait pas mal à Toronto, je savais que ça s'en venait. En regardant ces offres-là, j'ai vu qu'il me manquait des compétences en programmation, donc R, Python et SQL. Autant que le background en économie et en stats était pertinent, autant qu'il allait me manquer des compétences réelles, concrètes pour créer des vrais produits. Donc dans le monde réel, il faut créer quelque chose et la science économique n'allait pas m'apprendre à programmer. Il fallait aussi que j'apprivoise le machine learning et plus précisément les algorithmes d'art de décision et les modèles qui en découlent. Donc Random Forest, Gradient Boosting. Parce que dans les domaines qui m'intéressaient, ces algorithmes-là étaient très utilisés. Et ils sont encore aujourd'hui. J'utilise quotidiennement ces algorithmes-là, donc ça n'a pas été une perte de temps de les apprendre. La première action concrète que j'ai faite, c'est de me trouver une formation sur Internet. Je me suis donc inscrit à la formation en Data Science de Johns Hopkins University sur Coursera. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'opportunité que j'avais. J'avais accès à une des meilleures universités américaines en domaine. Je m'inscris maintenant, ça commence maintenant et ça coûte zéro. Des cours bien montés avec des exemples et des exercices pratiques. Puis la beauté du programme, c'est que les exercices étaient corrigés par les pairs. Je devais donc moi aussi corriger. En corrigeant, on voyait ce que les autres avaient fait. Et comme j'avais peu d'expertise en programmation, ça m'a pas mal ouvert l'esprit. Durant cette formation, j'ai appris R, j'ai appris Git et j'ai fait mes débuts en machine learning. J'avais aussi la chance d'être encore à la maîtrise à ce moment-là. À l'université, je suivais aussi des cours qui nécessitaient de l'analyse de données. Et je me suis forcé à faire ces analyses-là en R et en Python. Et ça, c'est similaire à la situation de plusieurs gens aujourd'hui. Tu as des analyses que tu dois faire en Excel pour la job. Si tu apprends à programmer, tu devrais traduire peu à peu ces analyses-là en Python. Ça te donne de la pratique dans un cas réel. La différence entre faire ça et faire un exercice sur Internet, c'est que tu dois livrer un produit fini à un moment concret et l'analyse doit être juste. C'est beaucoup plus formateur de cette manière-là. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire directement à la maîtrise, donc j'ai commencé à faire mes analyses en R et en Python, malgré le fait que ça me prenait plus de temps. Et ça s'appelle de l'investissement. J'apprenais la programmation, ça allait bien, mais du côté machine learning, j'étais encore un pied de céleri. Il me manquait les bases théoriques. Ça peut pas être que du pratique all the time. Il faut aussi apprendre les bases pour pas faire n'importe quoi. En surfant sur les internets, je suis tombé sur Airblogger, qui est un site de blog pour R, là, ça le dit dans le titre. Un site qui existe toujours pour les intéressés. Et c'est là que j'ai découvert un billet de blog intitulé Introduction to Machine Learning in 15 Hours Videos. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est un cours divisé en 10 chapitres, avec un livre, Element of Statistical Learning, la Bible. À chaque séance, il y avait des vidéos, il y avait des exercices pratiques, il y avait des slides, toute la patente. Et tout ça fait par 2 profs de Stanford. Wow! Incroyable quand même qu'on a tout ça dans nos poches. Mais qu'on passe nos journées à regarder le monde danser sur Internet. Ça, je dis rien, là, je suis pareil. Ce cours-là, c'était parfait. Ça allait me donner les compétences qui me manquaient pour devenir data scientist. Il y avait un tout petit problème. La motivation. Comment j'allais faire pour lire un livre épais de même, lire 10 chapitres, écouter 15 heures de vidéos, faire des exercices? C'est sûr j'allais être choqué. C'était presque trop facile ce billet de blog-là, à quel point en 15 heures tu peux devenir data scientist. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'illumination. Je vais forcer des gens à le faire
avec moi. J'avais des collègues à la maîtrise qui étaient aussi passionnés de statistiques. Avec les bons mots, j'allais les convaincre de faire autre chose qu'aller au bar pour une fois. Comme on dit, on peut pas avoir le bar et l'argent du bar. Il y a juste moi qui dis ça, ok, whatever. Avec ces 5 collègues-là, j'ai monté un séminaire où à chaque semaine on présentait un chapitre. On discutait des concepts, on faisait les exercices ensemble. Ça a été exceptionnel pour comprendre les concepts derrière le machine learning parce qu'on se partageait les idées, quelqu'un ne comprenait pas, on devait y expliquer. C'était vraiment incroyable comme idée, ce petit séminaire-là. On a appris le cross-validation, l'overfitting, comment faire les choix de variables, comment fonctionnent les decision trees, puis tout ça en gang, c'était le fun. Incroyable, plaisant. Tellement qu'à chaque semaine, pas mal, il y avait une personne de moins dans le séminaire. Une chance qu'il y avait juste 10 chapitres, sinon j'aurais fini tout seul. Dans la réalité, on a fini à 2 et shout-out à Julien McDonald-Guimond pour avoir fini avec moi. Merci Julien, ça a été tout un plaisir. Parallèlement à ce séminaire, j'ai débuté mon premier projet concret de Data Science, celui de gagner mon pool de hockey. Et par gagner mon pool de hockey, je veux dire, bien sûr, prédire combien de points feront les joueurs de hockey la prochaine saison. Et utiliser ça pour battre mes amis dans le prochain pool de hockey qu'on allait faire ensemble. Contrairement à tous les projets que j'avais faits jusqu'à ce point-là, ce projet-là était bien plus réaliste. Et par le fait même, beaucoup plus complexe. Je devais monter une base de données, et ça, c'était un défi intéressant. En y repensant, je me trouve quand même pas mal motivé d'avoir fait ça. Donc, en cherchant un peu, j'ai découvert un site où je pouvais trouver toutes les statistiques que je voulais sur les joueurs. Aujourd'hui, il y a moneypuck.com si tu cherches à faire comme moi il y a quelques années. Mais à l'époque, dans mon temps, les jeunes, ça n'existait pas. Il n'y avait pas non plus l'API de NHL.com qui fonctionne aussi bien. Donc, c'est 2 belles ressources pour le hockey, by the way, si vous voulez faire un peu de sports analytics. Mais dans mon temps, ça n'existait pas. Je ne me rappelle même plus le site que j'utilisais. Il a fermé aujourd'hui. Donc, je téléchargeais les pages HTML, je lisais les tables, je les transformais avec R en CSV. Et je suis même allé jusqu'à monter une base de données MySQL avec tout ça. PS, je dois remercier mon père ici qui est ingénieur logiciel et avec qui j'ai passé une belle fin de semaine à, en fait, lui qui m'apprend à moi à monter une base de données. Donc, merci papa. Une fois que j'avais les données en main, j'ai commencé les modèles de prédiction. Et pour la première fois, je jouais dans un projet réel avec une random forest. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était dur la data science. Ça marche pas directement comme on pense, c'est pas plug and play. Il y a bien des cas que ça fonctionnera pas comme tu voudrais. Dans un cas réel, il y a des joueurs qui sont à la première année, donc on n'a pas d'année sur eux avant, et des joueurs qui étaient blessés la saison dernière, donc encore une fois, on n'a pas de données sur eux, il y a des valeurs manquantes, donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes que j'avais pas eu dans les problèmes sur Internet parce que c'était déjà pré-marché par les professeurs pour nous rendre la tâche un petit peu plus facile. Et je suis jamais arrivé au point de choisir un pool de hockey de manière data-driven avec un algorithme, donc j'ai réussi à faire des prédictions, mais j'ai pas réussi à bâtir le pipeline de A à Z. Voilà ce qui résume pas mal mes premiers mois en data science. Je voudrais maintenant faire un retour sur mes bons et mes moins bons coups durant cet apprentissage de cette merveilleuse science qui est la science des données. Le premier bon coup a été d'avoir un objectif clair. Donc clair et précis. Quand j'ai commencé la data science, j'ai regardé des offres d'emploi et ce que j'apprenais, c'était pour l'objectif clair de me trouver un emploi. Donc j'apprenais pas des concepts à gauche à droite sans frontières. J'avais quand même un bon scope qui était celui de remplir des cases dans une offre d'emploi pour envoyer mon CV et me faire appeler. J'ai pas trop perdu de temps à apprendre des trucs inutiles, quoique j'ai appris R et ça me sert plus grand chose. Burn aux R lovers, Python, bitches. Deuxième bon coup, c'est de me trouver des sources crédibles sur Internet, donc avec le cours de John Hopkins sur Coursera et le cours de Stanford sur Airbloggers. J'allais quand même pas genre trouver un dude random sur Internet pour m'apprendre la data science. Ah oui, c'est toi que tu fais ça. C'est pas grave. Hey, tu vas voir, je suis pas si random que ça. Là. Donc, ce que je trouverais difficile à réapprendre la data science aujourd'hui, c'est la quantité d'informations. Donc, on a rapidement ce sentiment d'être submergé par toute l'information disponible sur Internet. Donc, de trouver ces cours-là, ça m'a donné une structure et j'étais capable de mettre quelques heures tous les jours dans cette structure-là et atteindre un but clair qui était d'apprendre R, Python, SQL et le machine learning. Troisième bon coup, ça a été de tester rapidement mes compétences. J'aurais pu suivre des cours sur Internet
ad vitam aeternam. Par contre, ce que j'ai fait, c'est de rapidement tester ces compétences-là dans le monde réel. Donc, soit à la maîtrise, j'avais des travaux pratiques à faire avec une date de remise, donc je devais vraiment utiliser ces compétences-là et arriver avec un résultat concret. Et aussi de me trouver un projet passion, disons, qui était celui de hockey, qui nécessitait de créer un pipeline complet, donc aller chercher des données, les nettoyer, faire un modèle et à la fin atteindre un objectif, ce que je n'ai pas été capable de faire, mais j'ai quand même essayé de le faire. Donc dans les deux cas, ce sont des exemples concrets et je ne suis pas seulement resté sur Internet à suivre des cours. Dernier bon coup, ça a été de forcer des gens à apprendre avec moi. Donc, que ça soit durant le petit séminaire que j'ai fait, ça m'a vraiment aidé, en fait, premièrement à comprendre. Parce que quand tu expliques à quelqu'un ne comprend pas quelque chose, puis toi, tu penses que tu le comprenais, mais comme tu n'es pas capable d'expliquer, tu réalises que toi non plus, tu ne comprends pas, ben juste ça te fait comprendre plus. Est-ce que c'est clair ce que je comprends? Est-ce que tu comprends? Sinon, avoir juste avoir du monde avec toi, aussi, ça fait que tu n'es pas juste chez toi à coder dans ta chambre tout seul. On était avec d'autres gens, c'était le fun. Du côté des moins bons coups, ce qui ressort le plus ici, ça a été mon incapacité à finaliser un projet portfolio. Un projet portfolio, ça a une seule job, c'est de te trouver une job. Donc, de le montrer à ton futur employeur. Ça lui montre ce que tu sais faire dans un vrai projet. Malgré que j'ai travaillé sur mon projet de hockey, j'ai jamais été une étape plus loin et créé un réel projet portfolio. Par projet portfolio, je veux dire ici de monter une présentation, de parler du business case. Donc, j'avais quand même un beau business case dans celui de gagner mon pool de hockey. J'avais pu faire aussi plus de graphiques, montrer ce que j'avais fait, parler des problèmes que j'avais rencontrés. Donc, c'est quelque chose que j'avais pu montrer dans une petite présentation de 4-5 slides. Ça a été très bien et je pense que ça m'aurait permis de plus rapidement me trouver un emploi sur le marché du travail. Pour avoir été du côté de l'embauché et de l'embaucheur, je peux te dire qu'un projet portfolio, ça fait toute la différence. Donc, j'ai tellement de regrets de ne pas l'avoir fait. En plus, tu passes la majorité du temps à le faire. Tu pourrais juste le présenter après. C'est pas le fun de faire ça, mais honnêtement, c'est là que tu vas chercher toute la value. C'est pas juste dans les projets portfolio, c'est aussi au travail. Quand tu fais des projets, il faut que tu arrives à communiquer ce que tu as fait, sinon ça vaut souvent zéro. On est maintenant rendu au moment de la vidéo où je te demande de liker cette douce vidéo. Donc, si tu es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé la vidéo ou parce que tu dors. Donc, si tu dors, bonne nuit. Et si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Abonne-toi, suis-moi. Si tu es sur LinkedIn, tu peux te connecter. Je suis pas méchant. Haha. À bientôt.